moi, j'aime bien aller dans dans la préfecture de Saitama, parce qu'il y a beaucoup de production de thé et qu'il y a des choses qui sont très très bien. Mais le Japon, ça me rappelle, moi j'aime beaucoup la France et ça me rappelle beaucoup la France. À la fois très rurale, Oui, c'est vrai. des grandes villes modernes avec plein de choses à faire. Thé matcha, c'est un thé qui est particulier. La meule de granit tourne, réduit en poudre, à une vitesse bien spécifique, et c'est aussi la vitesse qui va donner le profil aromatique du produit. C'est intéressant. Plus Il y a plusieurs vitesses. plus la meule va tourner vite, plus elle va chauffer. Donc plus on aura une note au matcha qui va être grillée, moins il va être vert. À quoi on reconnaît un bon matcha, tiens? Il y a quelques tips un peu avant, c'est l'identification de la couleur. Avoir la garantie de l'origine fait partie aussi des critères. Alors c'est pas parce qu'il vient du Japon qu'il est bon. Hello, hello! Aujourd'hui, on est avec Jérémy pour un épisode spécial senteur. Ouais. Jérémy est un nez, comme on dit. Exactement. Et tu es un expert en thé, en parfum. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous expliquer ce que tu fais? Bien sûr. Donc, comme tu as dit, donc, je suis Jérémy Tamen, je suis spécialiste dans le thé. Je travaille dans le thé depuis maintenant à peu près 15 ans, je pense. Et puis, on parlait de nez, effectivement, en fait, tous les métiers qui vont tourner autour des odeurs, on peut appeler ça des nez, autant sur la partie arôme, celui qui va développer des arômes pour des crèmes glacées ou pour des plats ou autres, que celui qui va faire des parfums en fait pour porter sur soi, mais celui aussi qui va faire finalement des parfums fonctionnels comme la lessive, comme tout ça, ce sont des nez. Voilà. Okay. Et après, si on veut aller un peu plus loin, il y a des nez du café, des nez du thé, des nez du whisky, des nez du vin. Okay. Et en fait, tout ce milieu-là qui finalement gravite autour des odeurs, autour de cet aspect sensoriel, on peut appeler ça un nez. Génial. Et donc, toi, tu es plutôt expert en thé ou tu as plusieurs... Alors, moi, j'ai fait ma spécialité, c'est le thé, mais je travaille aussi sur d'autres matières premières qu'on peut utiliser en parfumerie. Donc, je vais les chercher dans les pays producteurs. Ça peut être l'osmanthus, ça peut être le géranium, ça peut être plein d'autres matières et qui vont être utilisées soit dans l'arôme alimentaire pour parfumer le thé, ou soit donc du coup pour l'industrie du parfum, et qu'on peut retrouver dans plein de choses qu'on retrouve dans les grands magasins, dans les Sephora ou autres. C'est génial. Et t'es professeur aussi, t'enseignes? Oui, et je suis aussi enseignant à l'École supérieure du parfum et de la cosmétique, donc qui est à Cambronne, métro Cambronne, notre Piquet, où là j'enseigne aux aromaticiens, aux futurs aromaticiens, à la fois les techniques de dégustation, d'olfaction, reconnaître les matières premières, une spécificité évidemment sur le thé, et puis comment sourcer les matières premières le plus durablement possible, tout en préservant l'environnement et les populations qui produisent aussi, les minorités qui peuvent produire. Voilà. J'ai vu que sur ton Insta, tu as un compte qui est passionnant, plein de voyages, que tu vadrouilles énormément. Oui. Du coup, pour le thé, évidemment, ça m'emmène dans de nombreux pays producteurs. Bon, évidemment, le Japon. C'est pour ça que j'ai invité d'ailleurs. Oui. le Vietnam, Taïwan, l'île de Taïwan, la Chine continentale. Et puis plein d'autres lieux. Ça peut être le Kenya. L'année dernière, j'étais au Kenya. Le Pérou, qui est producteur. L'île de la Réunion, qui est une région productrice. Donc oui, ça m'emmène dans plein de lieux. Et puis au-delà du thé, du coup, de la même manière, ça me fait voyager parce que il y a tout l'héritage culturel autour du thé, mais aussi des plantes, puisque de formation, je suis ethnobotaniste. Donc du coup, tout cet univers-là est connexe entre l'ethnobotanique et la partie olfaction et découverte de matière. Mais du coup, j'ai une question qui me vient. Comment on devient un nez? Parce que c'est vraiment, c'est pas quelque chose que tu peux dire. Non. Tu peux pas dire j'ai intuité ça. C'est ça, j'ai intuité ta question. Effectivement, en fait, on peut se dire je deviens parfumeur, on peut se dire je deviens aromaticien, mais on ne naît pas avec des prédispositions spécifiques. En fait, c'est les odeurs, ça vient aussi
comment on pourrait dire, un peu de notre éducation. En fait, si tu es plongé, moi je suis né à Toulon, je suis né dans le sud de la France, en bas de la maison, il y avait les figuiers, il y avait les lavandes, il y avait le romarin, plein de plantes aromatiques, donc j'ai baigné là-dedans dans ces odeurs. T'as bien de la chance. Ben oui, donc c'est vrai que peut-être, non pas encore une fois qu'il y avait des prédispositions, mais en tout cas, intellectuellement, il y avait cette passion pour au moins les odeurs et cette culture de l'odeur. Je me rappelle, au mois de février, on allait chercher les bouquets de mimosa avec ma mère. Ah. Enfin voilà, donc c'est plein de souvenirs comme ça. Donc c'est beaucoup plus tard où je me suis dit, je vais en faire mon métier. Et pour ça, il y a des écoles pour apprendre, à la fois apprendre à développer une formule de parfum ou d'arôme, reconstituer une odeur. Ça peut être la fraise, ça peut être la pêche, et puis après des choses beaucoup plus compliquées. Une fois qu'on sait faire une pêche, une fraise, ou peu importe, l'odeur du sapin, l'odeur de la mer, on peut développer un parfum qui va être complexe, avec toutes ces facettes-là qu'on a envie de mettre dedans. La mer, le bord de mer, le sable chaud, peut-être les arbres qui sont autour et qui prennent la chaleur. Enfin voilà. Et on peut reconstituer finalement une sorte de paysage olfactif, parce qu'un parfum, c'est quoi? C'est et à la fois une émotion et un paysage olfactif qu'on retranscrit dans une composition odorante. C'est passionnant en tout cas. Ouais. Comme j'aime bien. Ça me ramène des questions, même pas. Mais j'aimerais bien savoir d'abord, pour pas aller me diriger trop dans le spécifique, puisque j'avais commencé à te demander des diffs sur des notes et tout, mais je pense que c'est pas. On va partir très loin. Ouais, ça va être un peu compliqué. On va partir très loin. On va faire un cours. Mais plutôt, moi, ce qui me rend un peu curieuse, c'est comment tu t'es intéressé au Japon déjà. Ouais. Et comment t'en es arrivé à aller chercher un petit peu sur place le thé, tout ce que ton parcours Japon. Mon parcours Japon. Bon, j'aime bien dire que ma génération, on a eu de la chance d'avoir, ce qu'on se disait, en off. En off. C'est pour ça que je sais ce que. Le club Dorothée, comme série, enfin comme programme à la télé. Alors non pas que j'étais scotché devant la télé, mais en tout cas, ça a permis d'initier quelque chose, en tout cas encore une fois je pense pour notre génération, d'initier quelque chose autour de la culture asiatique au sens plus large, mais quand même avoir certains focus sur le Japon. Et moi je me rappelle quand j'étais gamin et que qu'on regardait Ranma 1,5, Juliette je t'aime, enfin tous ces, ou même tous les sentai qu'ils pouvaient avoir, etc. Rien que le fait de pouvoir un jour manger un bol de ramen ou un bol de nouilles et concrétiser un peu ce truc qu'on voyait et de se dire « Ah, je peux le faire maintenant », c'est énorme. Et même encore maintenant, quand je vais au Japon, là en janvier j'étais à Osaka, enfin, c'est tout ça qui me... Quand je suis dans les rues le soir, tout illuminé, c'est tout ça en fait, c'est qui revient. C'est à la fois les souvenirs d'enfance, le plaisir de toute cette, on parlait d'odeur tout à l'heure, mais toute cette sensorialité au sens très large, c'est à la fois l'émotion, c'est à la fois de voir toute cette ambiance complètement électrique dans les rues d'Osaka, parce qu'Osaka c'est quand même dément. Tokyo, Kyoto, c'est tout est très joli, mais Osaka, il y a quand même cette espèce d'effervescence électrique qui est... Je t'aime bien déjà. Il sait quand même amadouer. C'est ça c'est fait. Non mais du coup... ouais, c'est dément et ça me rappelle tous ces animes que j'ai pu voir quand j'étais gamin. Et moi, je me rappelle d'un costume que mon père m'avait fait pour le carnaval, d'un ninja avec le bandeau, avec le soleil sur le bandeau, etc. Donc, je pense qu'il y a... Ça ramène des trucs. Ouais, on a vraiment été... si tu écoutes la vidéo, Dorothée, merci. On espère. Voilà. C'est jamais. Partage-la d'ailleurs. C'est ça. On va la repartager pour ça. Mais non, je pense que ça nous a permis d'avoir cette connexion positive avec l'Asie, particulièrement le Japon, mais de façon générale avec l'Asie. Ouais, parce que toi quand même, tu vadrouilles. Mais du coup, je vadrouille beaucoup, mais c'est vrai que le Japon, il y a quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs, qu'on peut retrouver un peu à Taïwan. Il y a des choses un peu, voilà. Leur connexion aussi. Exactement. Historiquement parlant. Mais
moi, j'aime bien dire qu'il y a 2 lieux où je me sens comme ça, 3 lieux chez moi, évidemment, dans le sud, quand je rentre chez mes parents, et où j'ai l'impression d'être chez moi, du coup, et le Japon. Et ça fait longtemps que je suis pas allé à Hong Kong, mais quand j'allais souvent à Hong Kong, c'était un peu ce sentiment aussi que j'avais, c'était de connaître et de rentrer à la maison. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me fait pareil par exemple, au Japon. Ouais, mais je comprends, parce qu'il y a je sais pas, il y a une sorte de familiarité, il y a une sorte de connexion, il y a... j'aime bien regarder sur le net, les chaînes des youtubeurs, etc., qui parlent du Japon. Et souvent on dit, ah, les Japonais, faut pas trop les approcher, il y a une limite à avoir, etc. Oui. Moi, j'ai jamais rencontré ça. Alors, j'ai peut-être de la chance, hein, mais j'ai jamais rencontré ça. Et même au contraire, j'ai trouvé que hormis peut-être quand on va dans un commerce où il y a cette forme de politesse. Voilà. Et puis il y a le comptoir qui met déjà une barrière, le fait qu'on ne paye pas de la main à la main. Mais quand je vais voir des producteurs, quand je vais voir enfin, peu importe, il y a vraiment ce sentiment. Alors peut-être parce que je suis européen et qu'il y a moins ces codes-là. Peut-être, ou peut-être parce que tu vas pas forcément... Après, si tu vas plutôt dans des endroits plus ruraux, etc., je pense qu'ils ont plus cette facilité de contact, j'imagine. Oui, c'est possible. Même au niveau des producteurs, je pense qu'ils sont contents que tu viennes carrément. t'intéresser à ce qu'ils font. Ouais, un producteur avec qui je travaille vraiment depuis déjà quelques années, avec beaucoup de passion, et c'est un tout petit producteur, hein, il a pas beaucoup en hectares comparé à d'autres, mais il y a toujours cette forme de plaisir quand on se retrouve, quand il m'attend à la sortie du train, on se fait des coucous, le temps que je sorte, etc. Enfin, on est content de se voir, on passe un bon moment, on boit du thé, évidemment, on parle de thé, on boit un peu de saké, moi j'apporte une bouteille de vin, où je fais une sélection de vins de différentes régions, et puis on échange, on mange, on parle. Si on se comprend pas, on utilise... voilà. Il parle anglais ou vraiment... Non, un peu anglais, et puis sinon Google Translate, ça marche bien. Mais on se dépatouille comme ça, et puis voilà, et puis on parle de nos histoires, on parle de ce qu'on a fait, on parle de... on retrouve pas toujours ça partout en Asie. Et donc le Japon, moi, alors, l'Asie, il y a plein d'endroits où les gens sont très accueillants, mais là, après, c'est peut-être parce qu'aussi j'y mets une connexion particulière aussi. Peut-être. Mais tu vas plutôt dans quelle région Est-ce qu'il y a des régions déterminées où tu vas aller à chaque fois? Il y a des régions, moi j'aime bien aller dans la préfecture de Saitama, parce qu'il y a beaucoup de production de thé et qu'il y a des choses qui sont très très bien, mais j'aime aussi aller découvrir d'autres lieux. Il y a toutes les grandes régions productrices de thé, où on fait notamment le matcha, où on fait plein d'autres choses. Il y a Kyoto aussi, qui est quand même un lieu à aller voir, et puis même si on ne sélectionne pas forcément toujours des thés là-bas, mais et puis le Japon est tellement riche, que ce soit sur la gastronomie, que ce soit sur la culture, que ce soit les monuments. Moi, le Japon, ça me rappelle... Moi, j'aime beaucoup la France, et ça me rappelle beaucoup la France. À la fois très rurale, c'est vrai. Des grandes villes modernes avec plein de choses à faire, même des musées, et puis les quartiers d'antiquaires, qui sont fabuleux. Le dernier petit bol alors ce ne sera pas celui-là, mais le dernier petit bol à matcha que j'ai pris là, c'était à Kyoto, et c'était chez un petit antiquaire qui était, je sais pas, ça devait faire 10 mètres, 15 mètres carrés son truc, que c'était tout petit, et puis il y avait ces bols là comme ça qui étaient rangés, et j'en ai pris un que je trouvais juste fabuleux. Il m'a appelé, le bol, il m'a fait voilà, je suis souvent ça, un truc avec, il y a une connexion qui se fait avec complètement. Et dès que je suis rentré à l'hôtel, je l'ai nettoyé, je l'ai rincé, je me suis fait un matcha, et voilà, il était déjà apprivoisé, j'adore quand tu dis ça, il est apprivoisé. Et voilà quoi, et il y a beaucoup je trouve, il y a beaucoup de générosité au Japon. Ok. Du coup, pendant que tu parlais, j'ai eu deux questions qui me sont venues en tête. Je commence déjà à dévier, mais par exemple, le Japon, pour toi, olfactivement parlant, qu'est-ce que ça me dit? T'évoque ou c'est quoi les odeurs qui te...
Euh, Bon, ça dépend où je suis, où j'arrive, Ah oui, parce qu'en plus, en fonction de où t'es... bah ouais, après, c'est un peu... Voilà, je vais te dire mon interprétation du Japon. Pour moi, mon interprétation du Japon, c'est le bois d'Inoki, c'est l'odeur de la fumée dans les rues quand on est en plein hiver et qu'il neige. Ah. Ça va être l'odeur... souvent, on ne sait pas trop d'où vient le wasabi, mais cette racine qui pousse près des cours d'eau, le vrai wasabi, ça vient de là. Donc, quand on coupe ce wasabi-là qui est frais, pour moi, ça sent l'eau qui coule, en fait. Ça sent à la fois des facettes minérales où on a l'impression d'être dans la rivière. Il y a cet aspect végétal, rivière, un peu piquant. Et donc, le Japon, c'est tout ça. C'est aussi l'encens. Qu'on retrouve dans les temples et quand on passe à côté finalement d'un temple. J'adore cette odeur, moi, par exemple. Et c'est très addictif. Ouais. J'en ai ramené plein du Japon parce que souvent j'ai besoin d'avoir cette odeur. Mais c'est ça. À la maison. Il y a quelque chose de rassurant. Et puis la tasse de thé chaud, l'odeur du thé en train d'être travaillé. Donc il y a tout ça qui pour moi évoque le Japon. Et quand souvent, quand souvent je déguste un thé ou une fois que je suis en France et que je bois un thé japonais, forcément je me plonge là-dedans. Forcément quand j'ouvre mon paquet et que je prépare le thé, je suis voyage. Ouais. C'est génial. Et c'est vrai que chaque pays a, pour moi, son on parlait de paysage olfactif, mais son identité olfactive. Tu nous présentes un petit peu les différentes gammes de thé japonais et production. Et quels sont ceux que toi tu préfères? Parce que tu vois, on peut pas dire qu'on les aime tous. Non, évidemment. Souvent. Mais déjà, tu nous as ramené du matcha, donc. Oui, déjà, on va se faire un petit matcha. J'ai trop. On va se faire un petit matcha tout à l'heure, mais c'est vrai que souvent on me demande soit les étudiants à l'école, soit quand je bosse avec des professionnels. Là, hier j'étais au Ritz parce que j'ai refait la carte de thé du Ritz, qui est grand cru. Et du coup, on me demandait quelle était ma couleur de thé préférée. Donc déjà, c'est vrai que... C'est intéressant ça. Voilà. J'aurais pas pensé à cette question. Ta couleur de thé préférée? Ben oui, parce qu'en fait, les thés sont classés par couleur. Ça, je savais pas, tu vois. On dit souvent par famille, mais thé noir, thé vert, c'est exactement ça par couleur de thé. J'ai jamais pensé à demander à quelqu'un quelle est sa couleur de thé. C'est vrai qu'on n'y pense pas, et puis c'est chic. Alors c'est... Je vais briller en société maintenant. C'est ça. Donc c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, on définit les couleurs de thé par finalement le travail d'oxydation de la feuille. Donc en gros, pour faire simple, tout provient du même arbre. C'est le Camellia sinensis. Ce Camellia sinensis, il peut avoir des variétés différentes, ce qu'on appelle des cultivars, qui vont être spécifiques à des régions ou spécifiques pour un type ou un type de production. C'est un peu les cépages du vin, quoi. C'est un peu la même idée. Et ensuite, en fonction, on va se transformer soit en thé blanc, donc c'est une feuille qui n'a pas été travaillée, qui n'est pas oxydée, soit en thé vert. C'est pour ça que c'est si léger que ça. Parce que moi j'ai la sensation que c'est toujours... Oui, c'est doux. Et puis, même en arôme et en couleur aussi. En couleur, oui, c'est parce que du coup la feuille, elle n'a pas été travaillée. Un thé vert, on le malaxe, donc la feuille est flétrie, elle est malaxée, et ensuite pour éviter que ça se transforme en thé noir et que ça s'oxyde, en fait, on va faire chauffer la feuille. Okay. Donc, en Asie continentale, très souvent, c'est travaillé au wok. Mais au Japon, il y a une spécificité, c'est que c'est travaillé la plupart du temps à la vapeur. Il peut y avoir des cas exceptionnels où le travail est différent, mais c'est souvent travaillé quand même à la vapeur. Et donc, c'est ce qui fait que le profil des thés verts japonais est très particulier, contrairement à ce qu'on peut retrouver ailleurs en Asie. Le thé vert chinois et le thé vert japonais, ça c'est deux univers différents. Ensuite, on a ce qu'on appelle les thés bleu-vert ou les oolongs, qui sont des thés partiellement oxydés. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit que tout à l'heure, on faisait chauffer les thés pour pas que... le thé vert pour pas qu'il s'oxyde et qu'il se transforme donc en thé noir. Mais entre les deux, on a ce qu'on appelle les thés oolongs. Et donc, c'est partiellement oxydé. Donc, c'est le tea maker, celui qui va faire le thé, qui choisit quel moment il veut un profil aromatique. Donc, il va sentir les feuilles et il va définir que c'est le moment de stopper le travail d'oxydation. Il va faire chauffer les feuilles et il les fait sécher dans les grandes lignes.
Le travail est un peu plus long sinon. Mais les thés noirs, c'est finalement une feuille qui s'est faite complètement oxyder. Ouais. Et après, on a deux autres types de thé. Les thés jaunes, qu'on appelle les thés post-fermentés. Okay. Donc, c'est un peu... C'est un peu un épiphénomène dans, j'allais dire, dans l'histoire du thé. Non, maintenant, oui. À l'époque, pas forcément, mais c'est pas ce qui est le plus courant. Puis, c'est un savoir-faire qui se perd. Ah ouais? Et ça vient d'où les thés? Plutôt de Chine. De Chine? Oui, essentiellement. Et quel type de thé, par exemple? Là, tout, encore une fois, provient du camélia. C'est la couleur de thé qu'on appelle thé jaune. D'accord. Donc, mais la plupart des maisons, aujourd'hui, n'ont pas de thé jaune. Parce que c'est vraiment tellement rare et puis ça coûte tellement cher. Je pense que chez TNT dans le 19e arrondissement, ils doivent en avoir, je pense. Ok. Ouais. Je suis curieuse du coup. Ouais. Faudrait qu'on aille faire. Okay. Et puis ensuite, il y a les thés qu'on appelle les thés fermentés. Très souvent, le plus connu, c'est ce qu'on appelle le pu'er. Oui. Voilà, qui est un thé fermenté. Mais il y a d'autres thés comme le liu bao, puis d'autres qui sont fermentés. Donc c'est nos 6 couleurs de thé. Et dans ces couleurs de thé, il y a des variantes en fonction, encore une fois, de terroir, du tea maker, du producteur, de la zone géographique. Enfin, il y a plein de critères qui vont définir finalement un produit qui va le rendre unique. Donc au Japon, vous avez plein de thés verts différents qui vont être gustativement et travaillés différemment en fonction des régions. Et puis ceux-là encore, certains thés verts vont être torréfiés, du coup ça va encore apporter autre chose, agrémenté de riz soufflé pour en faire du genmaisha. Ouais. Ça peut être du thé blanc torréfié ou légèrement fumé, donc ça va être encore autre chose. Ça peut être des thés noirs. Ça donne quoi du coup du thé blanc Alors ça donne des choses à la fois assez légères, florales, légèrement fruitées avec quelques facettes un peu abricot, et puis toute cette note fumée qui vient. Mais le travail du tea maker, un bon thé, c'est quand il y a l'équilibre entre toutes les facettes du thé et par exemple, le profil fumé qu'on a voulu lui donner. Donc ça, c'est vraiment le boulot du tea maker qui sait comment le faire, comment le transformer et comment avoir une tasse plaisante et qui transporte quelque part. Parce que finalement, c'est ça. Une tasse de thé, c'est aussi une émotion, c'est aussi un voyage et c'est aussi de la poésie en vrai. C'est vrai. Donc du coup, tu as plein de possibilités qui sont, j'allais dire, presque infinies dans le thé. Ouais, en vrai, ouais. Plus il y a de résumer. C'est ça. Puis tu as de délicieux thé noir au Japon aussi, chez TNT à nouveau. Le Japan Red Sun. Je mettrai l'adresse en description. C'est ça. Le Japan. Dessus. Et c'est ça, il n'y a pas d'adresse. Donc il y a 3 boutiques. Alors il y en a une à Paris, une à Saint-Malo et une à Rennes. Voilà. Donc le Japan Red Sun, c'est un thé que je source au Japon, chez un producteur avec qui je travaille, et qui est un thé noir et qui travaille de façon très traditionnelle. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est un trait un peu grossier ce que je veux dire, mais pendant très longtemps, les Japonais ont un peu oublié qu'ils savaient faire du thé autre chose que du thé vert, parce qu'il y a eu un engouement tel pour le thé vert qu'ils se sont arrêtés de faire d'autres couleurs de thé. C'est dommage, ouais. Et ce monsieur-là a toujours fait du thé. En fait, c'est la 20e génération, et il a toujours fait du thé noir. Et il continue à en faire, alors pas beaucoup. Et donc quand il en fait, moi je vais le voir et j'achète. Il en fait pas tous les ans, c'est ça? Si, il en fait tous les ans, mais c'est vraiment des petites quantités. Okay. Donc j'achète ce qu'il fait et ça permet de faire découvrir ce thé-là aux Français parce que c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Il est délicieux. Il a un profil aromatique en fonction de si c'est une récolte de printemps ou une récolte d'automne. Ouais. Il a des profils aromatiques complètement différents et donc. Moi, mon travail, tout à l'heure on me disait c'est quoi ton travail? C'est ça, c'est d'aller chercher en fait le thé dans les pays producteurs et de pouvoir montrer le travail des producteurs, un savoir-faire, un héritage culturel, de montrer en fait aux consommateurs français ou autres, mais principalement du coup aux consommateurs français. Et puis quand je suis dans d'autres pays, j'apporte toujours un peu des échantillons de plein d'autres thés que j'ai sourcés un peu à droite à gauche et je montre aux producteurs chez qui je suis, là au Japon on a fait ça, regardez, c'est tel et tel monsieur qui fait ça. Et on échange comme ça, et en fait c'est ça aussi, créer le lien, c'est génial. Dans ce partage-là, se retrouver autour de la table. On commence une dégustation à 19h, il est 2h du matin, on ne sait pas vous êtes encore dessus. 2h du matin. C'est génial. J'ai eu cette expérience-là l'an dernier au Japon.
pas loin d'Osaka. J'en avais fait une vidéo YouTube d'ailleurs. C'est Elsa, c'est une copine qui a fait des cours dans le thé au Japon. Elle est à Uji, elle est basée à Uji. Et elle m'a emmenée dans les champs de thé à vélo. Et j'ai eu en bonus vraiment dégustation chez un petit producteur qui nous a fait visiter ses champs et tout. C'est un de mes meilleurs souvenirs au Japon. Ouais, mais je comprends parce qu'en fait, il y a déjà une plantation de thé. Moi, je suis toujours émerveillé. J'en ai vu, pas des tonnes, mais j'en ai vu beaucoup. Et je suis toujours émerveillé. C'est-à-dire que même si c'est une plantation que je connais, même si j'y retourne chaque année, elle m'émerveille comme si c'était la première fois que je la voyais. Ouais, c'est magnifique. C'est spécial comme. Et alors, pour le clin d'œil au Japon et à la culture japonaise, mais alors culture contemporaine, mais pour moi, une plantation de thé, c'est un peu tout ce que les studios Ghibli finalement retranscrivent. Il y a un peu cette magie dans une plantation de thé, c'est-à-dire que alors pas des grandes plantations industrialisées, hein, mais chez les petits producteurs, moi j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir une petite boule de suif qui va sortir, toujours une créature qui vient. C'est Totoro, quoi. Ouais, il y a ça, quoi. Une tortue qui va me parler, un oiseau qui va me parler. Enfin, il y a, encore une fois, et je pense que c'est vraiment notre génération. Notre génération. Parce que, alors peut-être que les jeunes générations aussi, hein, je sais pas, j'aurais pas demandé, mais pour moi, il y a vraiment un truc magique. C'est plus accessible, ça fait moins. Maintenant, le Japon, je trouve que c'est tellement. Tout le monde en parle tellement sur les réseaux et on te balance tellement d'images dessus qu'à la limite, là où c'est dommage, c'est que moi, je me demande si ce genre de sensation et ce genre de souvenir d'enfance, il va être. Oui, si ils vont le percevoir. Ils vont pouvoir le percevoir aussi. Ouais. Puis je pense que nous, c'était. Enfin, le club de Dorothée, on l'attendait, c'était le mercredi matin. On était moins aussi gavé entre guillemets d'animes. Aujourd'hui, on se met sur internet, on peut regarder c'est vrai. 1001 animes toute la journée. On en avait moins aussi. Il y en avait moins, donc je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a quelqu'un que j'aime, quand elle parle du Japon, que j'aime beaucoup, c'est Ryoko qui est écrivain. Oui. Et moi, j'adore enfin c'est une amie, hein, et quand on parle du Japon, quand elle parle, alors elle parle surtout de l'aspect sensoriel du Japon, de la connexion avec les odeurs, etc. Mais elle en parle bien, quoi. Elle a une façon très poétique d'en parler. Et c'est vrai que moi, c'est quand je suis encore une fois sur une plantation de thé, au Japon ou ailleurs, mais au Japon, il y a aussi voilà ce lien qui est particulier. Ouais. Là, un des producteurs avec qui je travaille, chaque printemps, il fait une cérémonie à la forêt. Donc il y a la lisière du bois. C'est génial. T'as déjà assisté ou... Non, à chaque fois, il m'envoie les vidéos, mais j'ai jamais été sur le bon. Ça doit être quelque chose. Ouais. Donc avec les tambours en tenue traditionnelle et il fait l'annonce du printemps, quoi. Et c'est juste moi ça me fait vibrer, quoi. Ça. Ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, j'adore ce genre d'expérience. C'est voilà, rien que de le voir. Donc un jour, je prendrai le temps d'aller vraiment sur cette période-là parce que j'ai envie de le vivre avec eux, quoi. Ouais. Ta première fois au Japon, c'était à quelle occasion? Pourquoi tu y es allé? Et les sensations que tu en as ressorties, justement, vu que tu parlais d'enfance et de toute cette imagerie qu'on a eue. Bah, du coup, pourquoi tu y es allé la première fois? C'était pas pour le thé? Si. Si? Ouais, c'était pour le thé. Alors j'y suis allé en partie pour le plaisir, mais aussi quand je fais des grands voyages comme ça, et surtout quand c'est en Asie, que c'est des zones productrices de thé, je profite en fait. Pour ça. Donc C'était en quelle année du coup le Japon là, ça remonte il y a peut-être 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très très vieux parce que il y a eu la période Covid juste avant. Du coup, ouais. Et que du coup j'avais pas eu l'occasion d'aller avant. Alors j'étais en contact avec des producteurs, malheureusement un producteur qui est décédé pendant le Covid. Donc j'ai plus de nouvelles de la manufacture, j'ai plus de réponses, donc je sais pas. C'est dommage. J'ai pas eu l'occasion là les dernières fois. Voilà. Moi je pense parce que je pense pas que la plantation a été livrée elle toute seule, tu vois, mais
mais je sais pas qui l'a reprise. J'ai pas eu le temps, la dernière fois où je suis allé au Japon, j'ai pas eu le temps d'aller faire un tour d'aller là-bas. faire un tour là-bas. Et c'était dans Mais quel pays du coup que t'es allé? la première La fois. première fois. La première fois, Tokyo. Tokyo? Ouais, Vers Tokyo. Saitama ou J'ai fait Tokyo et puis après t'as spread tout voilà, autour? tout autour et puis il y a déjà pas mal de choses. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai pas fait le nord. J'aimerais. Nord, j'ai pas fait non plus. J'aimerais. Il y a de plus en plus de personnes qui vont visiter le nord qui poussent à aller vers le nord parce qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme, mais c'est vrai que j'ai jamais fait aussi. On parle pas d'Hokkaido, on parle du nord au-dessus de Tokyo, toutes les préfectures. Exactement. Shirakawa, par exemple, qui est un lieu qui est pour moi pareil, extraordinaire. On parlait des studios Ghibli tout à l'heure, mais pour moi, il y a de ça aussi, quoi. Il y a, on a l'impression de rentrer dans un autre monde, et surtout en plein hiver. Oui, c'est juste. Quand ça se recouvre de neige. Inouï. Franchement, c'est le lieu où, enfin, allez-y, quoi. Allez-y, allez voir. Et puis alors, c'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il faut aller voir ça parce que c'est pareil, le lieu fait vibrer, quoi. Sous la neige, c'est extraordinaire. Et oui, et j'aimerais donc du coup aller vraiment plus au nord de l'île. Et puis j'ai jamais fait les îles dans le sud. Ouais. Même pourtant celles qui sont proches de Taïwan, j'ai jamais eu l'occasion. Donc peut-être l'année prochaine, pendant que j'y suis, prendre un petit temps. Un petit temps, mais c'est vrai vers que... Okinawa ou plutôt Okinawa, Kyushu, par exemple, Kyushu, Okinawa, on fait du thé à Kyushu. Mais ça serait profitable. À Okinawa aussi peut-être, moi j'en source pas là-bas, mais oui, ça serait pas déconnant. Ouais. Mais Okinawa, c'est vrai que ça a une forte identité chinoise. Ouais. Enfin, ça ressemble beaucoup. Oui, c'est plus à Taïwan presque. Même. Ouais. Mais oui, je sais pas si on en fait. Tiens, bonne question. Comme quoi, j'ai pas. Tu vois, je ne sais pas. J'irai chercher. Oui, mais j'irai chercher aussi. Parce que du coup, je me suis jamais posé la question si on a à Okinawa, mais quel goût ça pourrait avoir. Parce que du coup, ça peut être intéressant. Ça peut tape être, là-bas. Après, le thé se plaît bien dans les lieux où il y a des différences. En fait, surtout des différences dans la journée et de température, des variations de température, des variations d'humidité. Donc ça peut être, par exemple, ça pousse bien à la Réunion malgré le fait qu'il fasse chaud, on est vraiment très bas dans les hémisphères, mais il y a des variations de température en fait entre le jour et la nuit, des épisodes de brume le matin, puis un nouveau de soleil, puis un nouveau de brume. Donc ça, le théier, il aime. Donc s'il y a ces conditions comme ça à Okinawa, why not? Ouais. Mais non, il y a plein de lieux extraordinaires et à chaque fois retourner au Japon, redécouvrir un nouveau lieu. Il y a quelque chose de magique, quoi. Et puis, du coup, ce premier voyage, c'était quoi tes sensations? C'est si tu t'en rappelles. Électrisant. Ouais. C'est-à-dire que, j'imagine comme plein de monde, mais on ne sait pas où donner de la tête. Oui, clairement. Puis surtout quand on arrive à Tokyo, quoi. Ouais. C'est ça brille partout, c'est illuminé partout. Il y a une ambiance qui est complètement électrique, quoi. On peut passer d'une rue ultra lumineuse à un petit quartier plus traditionnel. Il y a aussi ces changements comme ça où on a l'impression de rentrer ailleurs, quoi. On est passé d'un quartier à l'autre, t'es dans un autre monde, quoi. Complètement. Et c'est ça qui est dingue. Et à Shibuya, tous ces gens qui t'interpellent pour te faire entrer dans les bars, tout ça aussi. En fait, c'est grisant, tout est grisant au Japon. C'est-à-dire que il y a ces grandes villes qui pour moi sont grisantes, mais en même temps des villes beaucoup plus calmes qui sont grisantes aussi. Ouais. Et puis encore une fois, je trouve que c'est tellement, il y a tellement d'énergie. C'est peut-être moi qui mets une interprétation là, il n'y en a pas, mais souvent c'est ce qui touche le plus au début quand tu vas au Japon. Ouais. Cette générosité, cette bienveillance, cette gentillesse des gens. T'as l'impression qu'ils ont vraiment une innocence enfantine parfois. Ouais, c'est ça. Enfin moi ça m'avait interpellé aussi. Complètement. Et puis le fait d'être, il y a probablement des aspects très négatifs au Japon.
J'en doute pas, enfin il y en a partout, mais faut y rester longtemps pour ouais, voir, je pense. c'est ça. Moi je les ai pas, Tu les as jamais ressentis. Non, non, non. Mais en Je même me temps, suis c'est toujours génial. senti bien. Tu voyages tout le temps partout, mon gars. Ben c'est ça. C'est... J'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai pas le T'as pas temps le de me temps de dire je me t'ennuyer ou de te lasse dire, ah merde, là. Ouais. Ça, j'aime pas. Non, non, il n'y a pas de lieu. Au Japon, en tout cas, il n'y a rien eu. Puis la gastronomie japonaise, pareil, il y en a deux, hormis la gastronomie française, mais il y a deux lieux dans le monde où j'ai trouvé que c'était exceptionnel. C'est le Japon et le Pérou. Le Pérou? Ouais, le Pérou, on y mange très bien. Vraiment. Il faudrait que j'y aille un jour. Et là aussi, le Pérou, c'est incroyable. Ouais, pareil, il y a des lieux qui... Il y a quelque chose de presque mystique. Là-bas? Ouais. Qu'est-ce que ça implique d'être un expert international de thé? De thé. Bon, je pense que ça implique plusieurs choses. Alors moi, j'ai une mission spécifique à UNESCO Community Association. Donc je suis spécialiste, expert, je suis consultant, je suis expert pour eux sur les questions de l'héritage culturel du thé. Donc c'est à la fois préserver les traditions, alors je les connais pas toutes, hein, évidemment, puis c'est parce qu'on me demande, on me demande pas de les connaître toutes, mais c'est en tout cas de les comprendre, et c'est de voir comment on peut les mettre en valeur, les valoriser, puis les sauvegarder au travers de cérémonies, au travers comment dirais-je, d'apporter la connaissance, en tout cas d'apporter la connaissance de ces cérémonies-là en Europe, parce que ça permet aussi du coup quelque part de les sauvegarder, que les gens s'y intéressent, et puis des rendre disponibles, en tout cas en accès culturel. Et donc, moi en tout cas, mon lien aujourd'hui avec le thé, c'est aussi cet aspect héritage culturel. Donc en ça... Donc tu voyages aussi beaucoup pour voir tout ça? Oui, exactement. Et ramener en Europe c'est ramener en tout cas une conscience de ce qui existe, préserver aussi des savoirs, parce qu'encore une fois, quand le producteur avec lequel je travaille fait ce thé noir-là, il n'en fait pas beaucoup, il le fait de façon très traditionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire traditionnel? Alors on peut y mettre ce qu'on a envie dedans. Évidemment, c'est au Japon, aujourd'hui, les produits japonais qui arrivent en France et où il y a marqué produits authentiques, ça veut tout dire et rien dire, et on le sait très bien, authentique, ça couvre tout. Mais en tout cas, c'est ensuite transmettre les méthodes de façonnage, comment il a fait, comment il a travaillé, expliquer que ça fait tant de générations qu'il est là, qu'est-ce qu'il faisait avant sur cette plantation, est-ce qu'il y a toujours eu du thé, est-ce qu'il n'y en a pas eu, enfin c'est parler de tout ça. Hier, on parlait du Ritz tout à l'heure, mais hier je présentais les thés qui avaient été choisis à toute l'équipe en salle. C'est aussi raconter l'histoire de la Réunion, puisque c'est une sélection de thé de la Réunion. C'est aussi donc du coup raconter le terroir de la Réunion, quand est-ce que le thé est arrivé, quand est-ce qu'il a disparu, puis pourquoi il est revenu. Et en fait, c'est entretenir cette mémoire collective. C'est vraiment de la transmission. Ouais. Exactement. Donc pour moi, ça implique ça. Et puis après, pour d'autres, ça implique ce qu'ils ont bien envie. Il y a d'autres experts, hein, mais pour moi, c'est ça. Voilà. Et ce travail fait avec l'UNESCO, c'est vraiment un travail particulier, parce que de toute façon, je suis le seul à faire ça. C'est vrai? Avec l'UNESCO. Génial. Donc c'est vraiment bien un sujet spécifique. Ok, intéressant. Super intéressant. Là, j'ai un truc qui me vient en tête. Oui. Souvent, on me pose des questions, toujours sur le Japon, sur la cérémonie du thé. Oui. Et on me demande, est-ce que tu n'aurais pas des adresses, parce que la cérémonie du thé, c'est hyper cher, ou des tips ou des adresses pour pouvoir faire une cérémonie du thé pas cher? Directement au Japon? Ouais, directement au Japon. Directement au Japon, je pense qu'il faut aller sur une plantation de thé. Tu penses? Ouais, mais c'est pas à proprement parler le truc que les gens imaginent, c'est en mode touriste où tu fais la cérémonie du thé dans le silence total à faire du matcha. Oui, je vois bien. Codifié, c'est de ça dont tu parles. Est-ce que toi tu... Non, moi j'ai pas... Quand tu vas sur place, est-ce que c'est déjà arrivé que t'aies fait ce genre de... Non. Pas vraiment. Soit je suis avec le producteur et c'est lui qui va me faire déguster. Moi je trouve, honnêtement, j'ai eu ça l'année dernière et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus convivial. Parce qu'on s'imagine la cérémonie du thé comme le truc du matcha. Le Shanoyu, ouais.
Moi, je l'ai vu faire. J'ai fait une version courte de ça. C'est intéressant. Pareil, il n'y a pas de sujet là-dessus, hein, mais la version courte, c'est bien déjà. Oui, d'accord. Il faut aller, après on peut expérimenter la version très longue, mais c'est vrai que c'est très codifié. Très long, ça prend combien de temps? Bon, c'est plus d'une heure. C'est plus d'une heure. Donc c'est très codifié, c'est plus codifié que ce qu'on peut retrouver en Chine. Ouais. Et du fait que effectivement chaque objet finalement sublime l'autre dans sa manière d'être posé, dans sa manière d'être tenu, Oui. essuyé, rincé, etc. C'est au-delà de l'art du thé, c'est aussi l'art de l'objet, c'est l'art de la cérémonie, en fait c'est ça, c'est l'art d'être soit là, à ce moment-là, en pleine conscience. Enfin, ça va au-delà de boire spirituel. du thé. Voilà. C'est très spirituel. Et je me demande, quand les gens veulent assister à ça, est-ce qu'ils voient tout ça ou est-ce que vraiment c'est parce que c'est la cérémonie qui est le plus... Alors je veux pas faire de généralité, hein, et puis parce que je sais pas, mais moi je dirais qu'il y a quand même ce côté très tourisme et qui veulent avoir cette expérience-là, et qu'il y a des gens qui connaissent rien au thé. Ça peut être une introduction, ouais. Et donc du coup, qui ne connaissent pas toute la signification. Alors soit on leur explique ce que ça veut dire, mais moi la version simplifiée que j'ai déjà réalisée à Tokyo par exemple, on va expliquer, elle l'a fait en silence, c'était fait, on l'a servi, et voilà. Elle est partie. Donc enfin, elle est partie, elle était à côté, mais on n'a pas eu vraiment d'échange. Non, parce que déjà on était plusieurs, enfin que je connaissais, mais voilà, ça se prêtait pas, à ça. Alors que quand on va sur une plantation, on nous fait pas toute la cérémonie traditionnelle du Chamelu. Vraiment, tu te mets dans leur petit salon. Exactement. Et ils vont t'expliquer plus ou moins les différences, si tu comprends aussi. Mais le truc, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus convivial et j'ai trouvé que l'expérience était beaucoup plus deep du fait que j'ai pu aller me balader dans le champ de thé, qu'elle nous a expliqué un petit peu les spécificités de ces thés, parce qu'elle faisait aussi du thé noir, donc elle nous a fait goûter... Trop bien. Ouais, du thé noir, du thé vert, elle nous a fait plein de petits trucs avec des gâteaux. Ce qui était génial aussi, c'est que son mari était potier. Ah, du coup, c'était lui qui faisait. C'est lui qui faisait tous les... Bien. Donc on avait le combo avec les théières faites par son mari, etc. Et les thés qu'elle produisait. Génial. Ouais, c'était énorme comme expérience. Et j'ai trouvé, c'était pas la cérémonie du thé comme on l'entend, mais j'ai trouvé ça tellement plus convivial et tu vois. Ouais, carrément. Mais moi je pense que c'est ça qui est intéressant. Tu vois, il paraît, si un jour ta communauté te pose la question, quand tu es à Uji, que tu es dans la rue principale d'Uji, tu as plein de petites boutiques de thé, qui revendent du thé, tu as un grand salon de thé où tu peux manger des nouilles à base de thé, etc. Bon, c'est très bon, hein, c'est très touristique, hein, tu prends ton petit ticket, tu attends ton hôtel, bon voilà. Par contre, voilà, tu as ce magasin de nouilles là, comme ça, qui est face à toi. Tu prends sur ta gauche, tu longes la rue, tu continues, tu vas jusqu'au bout, jusqu'au pont où il y a la rivière qui coule dessous. Tu traverses le pont. C'est une immersion complète. Tu traverses. Prenez des notes, hein. Il n'y a pas l'adresse. C'est ça, j'ai pas l'adresse. Tu traverses ce pont et de suite, tu prends sur ta droite et tu longes la rivière. Peut-être, je sais pas, 200 mètres, quelque chose comme ça. Il y a une toute petite boutique qui propose une dégustation de matcha. C'est pas un grand matcha qu'elle a. Par contre, elle t'explique. Elle prend le temps, elle t'explique comment il faut le battre, elle te le fait battre, etc. Et ça, c'est déjà une bonne approche. Ouais, c'est vrai. Et après, elle te fera une petite grue en origami. Ah ouais? Voilà. Moi, j'ai 2 petites grues en origami qui viennent de là et que je vais jamais garder. Mais oui, il y a des endroits où on peut avoir comme ça déjà un premier contact. Et puis après, si tu as envie d'un truc plus élaboré, voilà. Ouais. Parce que moi, je me dis,
je connais pas les codes de la cérémonie du thé. Et aller pour dire j'ai fait une cérémonie du thé au Japon parce que c'est le truc à faire et je suis allé voir une geisha qui faisait son spectacle et tout. Je trouve pas que ça apporte une plus-value au voyage en fait. C'est pour ça. Non, après c'est vrai que, comme tu dis, aller dans une petite boutique où la dame elle. Mais c'est ça, là il y a une expérience qui est différente parce qu'effectivement on t'explique les choses, parce que elle prend le temps, parce que enfin je dis pas que quand on fait une cérémonie traditionnelle les gens prennent pas le temps, mais ils sont, désolé pour dire ça, mais ils sont payés pour faire à un moment donné une cérémonie, donc ils la font de A à Z. Voilà, si un jour tu as l'occasion d'être, on te propose d'aller dans un endroit découvrir et où c'est pas forcément le commerce de la personne, où elle en a pas fait déjà 4 dans la journée, et tu vois où tu es dans un petit pavillon, dans un lieu particulier où on te fait découvrir ça, ça sera peut-être pas pareil la cérémonie complète, mais ça sera peut-être quelque chose d'un peu simplifié. Ben ça, il y a plus peut-être de... Tu sais, c'est comme quand on te montre comment ils font les encens, ou quand tu vas boire du saké, quand on fait boire plein, goûter plein. Non, mais voilà, que tu es dans un échange comme ça, où tu en as dégusté quelques-uns avec des origines, des façonnages différents, bah c'est pareil, finalement, pour moi, ça a plus d'intérêt dans le voyage que de faire un truc où organiser, payer. Je dis pas qu'il faut pas payer les gens, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est un truc de tour opérateur. Oui. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Même si encore une fois, c'est pas tout le temps ça. Je veux pas résumer, si les gens ils veulent le faire, mais voilà, je veux pas résumer ça à ça, mais non, c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on explique un peu comment faire du matcha? Oui. Et on peut le faire. Allez, parfait. Vas-y. 3, 2, 1. Alors. Donc le matcha. Tu nous as fait un matcha. Voilà, le matcha est prêt. Donc tu as on va dire qu'il y a 2 écoles au Japon. En tout cas, 2 façons d'imaginer la texture du matcha. Une qui va être avec une mousse beaucoup plus fine que ce qu'il peut y avoir là. Déjà, on sent. Oui, déjà, on peut le sentir. Donc, beaucoup plus fine, quelque chose qui paraît presque comme une crème de café quand on fait un espresso. Il y a vraiment cette idée-là de quelque chose de très fin, très régulier. Et puis, de l'autre côté, on a comment dirais-je, une mousse qui est un petit peu plus... c'est pas le nom, du coup, à contrario de celle qui est très très lisse, on va dire que c'est un peu plus grossier, mais c'est pas forcément plus grossier. En tout cas, ils ont pas cette notion, voilà, plus aéré. Ils n'ont pas cette notion-là de un qui est grossier et pas grossier, mais du coup, on va dire qu'il y a 2 écoles sur la texture de la mousse. Voilà. Ah ouais, ça, j'ai jamais entendu, tu vois. Ouais. 2 façons de faire. Quand je dis 2 écoles, il n'y a pas des écoles physiques forcément sur le sujet, mais même s'il y a des écoles de Chanoyu, hein, évidemment. Mais en tout cas, dans la manière de voir la mousse du matcha. Ouais, ok. Donc, je te laisse le goûter. Le goûter, merci beaucoup. Du coup, normalement. Alors, est-ce que tu peux faire l'explication des... Alors, effectivement, quand tu fais une cérémonie du thé, machin. Donc, quand il y a une cérémonie du thé, effectivement, tu as un dessin sur le bol, ce qui n'est pas le cas là. Là, je l'ai emprunté. C'est comme pour les mariages, il y a un objet d'emprunt. Bon, là, c'est un bol d'emprunt. Mais qui est très beau, d'ailleurs. Je sais pas comment montrer la mousse. Ce bol. Mais je pourrais pas vous montrer la mousse. Bon. Ce sera l'expérience. Ce sera l'expérience. On fera un jour une masterclass. On pourrait faire une masterclass. Exactement, dégustation de thé japonais. Dégustation, comment briller en société. Exactement. Attends, je vais essayer de le filmer. Voilà, ça c'est la mousse dite. Oui, aérée. Aérée. Comme ça, je le mettrai. Et en fait, donc ce thé, donc on va revenir sur le thé matcha et je vais expliquer après le bol et la préparation. Mais le thé matcha, c'est un thé qui est particulier, qui est issu de ce qu'on appelle le tencha, le tencha qui est une feuille de thé qui est déveinée, où on a enlevé toutes les veines de la feuille de thé, on a gardé que les parties tendres de la feuille, qu'on a laissé maturer à peu près 6 mois. Donc, en gros, on peut faire l'opération
sur le printemps, on laisse les feuilles maturer 6 mois et on travaille la feuille de matcha, enfin la feuille de tencha, pardon, pour en faire du matcha, à peu près au mois d'octobre. Et ensuite, donc, ces feuilles-là sont mises entre des meules de pierre, des meules de granit. La meule de granit tourne, réduit en poudre, à une vitesse bien spécifique, et c'est aussi la vitesse qui va donner le profil aromatique du produit. C'est intéressant. Il y a plusieurs vitesses. Plus la meule va tourner vite, plus elle va chauffer. Donc plus on aura une note au matcha qui va être grillée, moins il va être vert. Plus on a une rotation lente, on va avoir donc du coup moins cet effet de chaleur, de contact avec la pierre, puisque quand on frotte deux pierres, ça fait de la chaleur, même si le granit permet justement d'éviter trop de chaleur. Et donc du coup, il est bon. Ah, il est très bon. Il n'est pas hyper amer. Non, mais c'est ça en fait. Un bon matcha, c'est pas hyper amer. On a un peu d'amertume, on a de l'umami, la vodka, on a des notes de chocolat blanc. Oui, j'allais dire, il est un peu laiteux, c'est marrant. Ouais, c'est ça. En fait, celui-ci a des facettes très 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 chocolat blanc. C'est génial. Il est très très bon. Tu aimes? Ouais, j'adore. Chocolat blanc, on retrouve des notes un peu de rhizome d'iris. Alors ça parlera plutôt aux gens qui connaissent un peu l'appart. Mais là, il m'a perdu. Mais il y a une note un peu poudrée. Alors le rhizome d'iris, c'est un peu... Tu dis poudré, ouais. Poudré, un côté un peu framboise. Ok. Voilà, donc on est dans ce registre-là. Il y a des notes très florales, de fleurs blanches, fleurs d'oranger. Il est super bon. Celui-là, tu l'as vu où? Alors celui-là, c'est un thé qui est sourcé donc du coup au Japon, à contrario de ce qu'on peut des fois retrouver aujourd'hui dans des maisons où on va prendre un matcha latte, où c'est pas des origines forcément. C'est pas forcément du matcha japonais. Bah tiens, ça c'était ma prochaine question, tu vois, tu tombes bien. L'enchaînement est parfait. À quoi on reconnaît un bon matcha, tiens? Parce que si je te dis à quoi on reconnaît un bon thé, ça va être l'horreur, c'est trop... Mais bon. Par exemple, à quoi tu reconnais un bon matcha, que ce soit au niveau du goût, au niveau de... Parce que c'est pas facile avec le lait. Quand c'est noyé dans du lait, c'est... Quand tu prends un matcha latte, de toute façon, un matcha, tu sais s'il est bon, déjà, évidemment, en le goûtant, mais il y a quelques tips un peu avant, c'est l'identification de la couleur, avoir la garantie de l'origine fait partie aussi des critères. Alors c'est pas parce qu'il vient du Japon qu'il est bon, c'est vrai, c'est bon de le souligner. Mais ça peut déjà, quand on sait l'origine, quand on a un peu d'informations sur la provenance, et pareil, je vois beaucoup de choses passer, de nouvelles maisons de matcha qui existent, où on nous dit il est bio, donc il est bon. Pareil, c'est pas parce que c'est bio, si les tomates bio étaient bonnes, ça se saurait. Et en l'occurrence, c'est pas toujours bon. Non, pas toujours du goût. Mais désolé aux producteurs bio. Non, mais et donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est bio, c'est pas parce que c'est certifié, je sais pas quoi, que c'est quelque chose toujours de bon. Donc toutes ces maisons là qui ouvrent à vouloir faire des razzias sur le matcha, c'est pas toujours le signe d'un bon produit parce que c'est bio. Bon, ensuite il y a effectivement visuellement la couleur qui permet d'avoir la couleur, c'est un bon indicateur. Voilà, un bon indicateur. Et puis après il y a l'odeur qui peut être un bon indicateur. L'odeur? Ouais. C'est censé avoir quelle odeur? Tu penses que c'est difficile? Il y a des on peut le sentir des fois. Il y a des, je veux pas dire faux matcha, mais en tout cas des matchas qui sont pas originaires du Japon par exemple et qui sont faits ailleurs en Asie, ça peut être en Chine ou ailleurs. On peut avoir des notes qui sont extrêmement végétales ou extrêmement torréfiées ou qui rappellent vraiment le gazon coupé. Tout ça, c'est des notes qu'on ne devrait pas avoir dans un... À quoi ça rappelle le gazon coupé? C'est pas... excessivement vert, ce côté vraiment excessivement vert, où presque quand on le sent, on a une amertume qui s'installe dans la bouche alors qu'on l'a même pas encore goûté. C'est pas toujours bon signe. Un matcha qui est un peu... vert brun qui tire sur le jaune, pareil, c'est pas un bon signe de qualité. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a des fois qu'on voit passer sur internet, il y a le test on prend un matcha et qu'on fait un trait sur un petit peu de matcha, on fait un trait sur une feuille de papier blanc et en fonction de du trait de la... J'ai jamais vu ça. Bon, je t'enverrai un lien.
C'est aussi un indicateur en termes de texture, etc. Donc il y a plusieurs indicateurs. Je pense qu'il faut aller dans des maisons de thé qui sont des maisons spécialisées dans le thé. Si vous voulez un bon matcha, pas toujours alors les maisons généralistes comme il faut en dire 3, c'est ça, pour pas qu'il y ait de concurrence par exemple. Vas-y. Donc Palais d'été, Mariage, Daman par exemple, vous pouvez avoir des matchas intéressants pour débuter. Mm-hmm. Il n'y aura jamais des grands crus de matcha, des produits extraordinaires, parce qu'encore une fois, c'est des maisons un peu généralistes. Si vous voulez vraiment pousser, désolé pour ce que je dis, et si vous voulez passer, si Palais d'été m'entend, ou Daman ou Mariage, mais si vous voulez avoir des produits vraiment très spécifiques, des très grands crus de thé, vous avez des maisons plus spécialisées qui pourront offrir ça. Par exemple, à Paris, est-ce que tu peux trouver ce type de... Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de chez TNT. TNT, c'est le cas. TNT, pour toi, c'est de... c'est pas... Alors, c'est une très très bonne maison, mais c'est surtout que ils ont réussi à cultiver la diversité des thés en parlant de façon très simple, transparente, en faisant découvrir sur place. Il y a fréquemment des ateliers. Ah ouais. Donc, c'est une maison qui est très abordable et où il n'y a pas de ce sentiment de... on peut pas poser une question parce que c'est très élitiste, quoi. Okay. Donc il n'y a pas ce sentiment-là. Les gens sont très simples et ça marche bien. Mais ils ont peut-être 6 types de matcha ou 7 matcha différents avec des qualités différentes. Une première qualité. Okay. Et puis pareil pour s'initier. Et puis pour faire des gâteaux. Ils ont une qualité pâtissière aussi, enfin dite pâtissière. Parce que ça n'existe pas, sinon le matcha pâtissier c'est contemporain, pareil, c'est une qualité qui est un peu en dessous de ce qu'on utilise pour boire, pour faire une cérémonie, mais entre guillemets, pareil, le grade cérémonial. Faire un cake au matcha avec du truc de cérémonie. À 200 €, 400 ou 500 € le kilo, bon. Non, mais donc il y a comment dirais-je, ces maisons-là qui peuvent offrir des expériences en termes de qualité qui vont être moi je me suis régalé. J'espère bien. Et puis il y a cette grande maison de thé japonaise qu'on va retrouver rue du roi de, non pas du roi de Sicile, Ogata. Il y a aussi de bons produits. Je dis pas que après je connais pas toute leur sélection, mais t'en as déjà testé? Ouais, j'en ai déjà testé qui sont bien. Après c'est vrai que c'est peut-être un peu plus cher que chez TNT, mais parce que c'est pas le même type de maison, on va pas voir on découvre pas la même chose, c'est pas la même expérience, on n'y va pas enfin voilà. Ouais. Mais je pense que c'est des maisons qui sont intéressantes, ouais. Ok, good. Vous avez des bons tips, ça. Oui, il y a vraiment de belles sélections chez TNT, on peut se faire plaisir et démarrer progressivement à des tarifs très accessibles, puis après des choses qui sont un petit peu plus élevés en termes de tarifs. Ouais. Voilà. Ok. Et puis le matcha inspire, là on parlait de parfum, mais le matcha inspire aussi la parfumerie. Ah ouais? De quelle manière? Par exemple, il y avait Maison Margiela et Alexandra Carlin qui avaient travaillé un parfum qui s'appelle Matcha Méditation. Il faut voir s'il est toujours disponible chez Maison Margiela. Je regarderai. Il y a Patrice Revillard qui a fait chez Théo Cavanel je ne sais quoi qui est inspiré du Genmaisha. Donc il y a le thé inspire, il y a Jardin d'été chez Aquarelle, fait par Catel Plisson par exemple, qui est là aussi inspiré des jardins de thé et de la feuille fraîche du thé. Donc il y a toute si on a envie d'aller au-delà et de se faire plaisir, d'avoir comme ça une expérience un peu immersive et différente de la dégustation, on peut trouver d'autres choses et notamment autour de la parfumerie. Super. Est-ce que tu as un parfum comme ça qui t'évoque des souvenirs, des choses comme ça? Est-ce que tu as un parfum préféré? Non, j'ai pas de parfum préféré. C'est dur, je pense, quand tu as autant de comment dire, quand tu peux reconnaître autant de... déjà, très souvent, quand je le sens, déjà, souvent, ça une déformation, je le décortique. Alors, je ne sais pas si j'arrive à tout décortiquer, mais en tout cas, je le décortique. Et quand tu décortiques, est-ce qu'il y a des notes, des choses que tu après, oui,
pour rester dans la thématique Japon, Diptyque, une maison qui est très connue, avait sorti un parfum qui s'appelait Kyoto. Ouais. Et donc qui était inspiré de Kyoto. Donc c'était la vision du parfumeur, qui était d'ailleurs aussi Alexandra Carlin, qui a fait Matcha Méditation. Et pour moi, c'est aujourd'hui un des parfums que je porte le plus. D'accord. Voilà. Je me parfume pas beaucoup parce que du coup, comme je travaille, quand je suis à l'école, je peux pas être parfumé. Donc du coup, je me parfume pas beaucoup. Mais quand je me parfume, c'est un des parfums que je mets beaucoup. Et effectivement, il y a dans ce parfum, il y a cette idée d'encens, il y a cette idée j'adore ce à la genre fois de fleurs. Enfin, c'est très 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 beau. J'aime bien, comme les garçons aussi, ils ont un Kyoto encens, un truc comme ça, qui sent vachement l'encens. Il est assez fort. Ouais. Par exemple, mon mari ne supporte pas quand je vais me parfumer là-bas. Tu sais, je vais remettre. Il fait purée, on dirait un enterrement. Il vient, et quand je rentre à la maison, il fait ouf. Oh, je sais pas comment tu mets des trucs comme ça, mais c'est trop fort. Tu vois, lui, il aime pas. Énorme. Moi, j'adore ça. Ouais, moi aussi, mais c'est vrai qu'il y a. Je pense qu'on a une affection particulière pour certaines odeurs, hein, et puis l'encens, comme toi, comme moi, ça en fait partie. Et moi, il y a des odeurs où pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise odeur. Voilà, dans notre métier, on ne l'intègre pas comme ça, c'est une odeur. Mais il n'y a pas de notion de bon ou propre, il n'y a pas de notion de sale ou pas sale, même si on peut des fois donner pour que ce soit plus simple à imaginer. Par exemple, on peut parler d'un jasmin. Le jasmin, on peut avoir cette idée très florale, frais du jasmin. Mais comme certaines qualités de jasmin, en fonction, et puis quand on le sent aussi sur l'âme, ça peut avoir des facettes un peu plus grasses, un peu plus animales. Et des fois, on peut dire un peu cracra, un peu sale pour exprimer ce côté gras, animal. Néanmoins, encore une fois, dans notre métier à nous, on n'a pas de cette notion de bon, propre, sale, mauvais. Voilà, on n'a pas vraiment ces notions-là. C'est une odeur, quoi. Après, c'est la culture qui fait le statut social, la culture qui fait qu'on la détermine en bon, sale ou qu'on la genre. Intéressant. Et du coup, ça me fait j'ai une autre question en tête. Par exemple, tu vois, à un moment donné, tu sentais partout le parfum, le labo Santal. Ah oui, Santal 33. Ouais. Comment t'expliques que des fois, tu as des parfums comme ça qui parlent à tout le monde et que ça devient une espèce de... Il y a plusieurs raisons à ça. Parce que c'est un parfum qui est comme Bleu Chanel quand il est sorti, comme Dior Homme. Enfin, il y a à la fois le prestige de la maison, ce qui donne un espèce de code universel où quand on achète un flacon Chanel ou un flacon Dior, ça donne un statut. Donc il y a ça, et du coup ça se communique. Si lui là, je peux le faire, je peux l'avoir aussi, donc je l'achète, etc., jusqu'à ce qu'il y ait des contre-types qui valent 10 balles le flacon, alors que en boutique, et ça sent pas pareil. Mais en tout cas, on a l'impression que ça sent pareil. En tout cas, ceux qui l'achètent peuvent avoir cette sensation-là. Et puis, il y a une hype autour d'une senteur en particulier. Et le labo Santal 33, c'était ça, ce côté un peu daim, boisé, crémeux. Moi, je le sentais partout à une période. Et tout le monde l'a recopié. Il y avait des copies chez Zara, il y avait des copies chez plein. Après, c'est travaillé différemment. C'est un contre-type, donc c'est jamais la formule d'origine. Mais oui, c'est à la fois une hype, c'est le fait de faire partie d'une sorte de communauté, d'avoir ce parfum-là. Moi, j'ai le parfum qui est à la mode, j'ai le parfum qui est tendance. Donc oui, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est la parfumance, qui fait une époque aussi. Et qui fait une époque. Ouais. Question très importante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait un bon thé? Oui. En général. Alors le premier élément le plus important, c'est souvent on pense que c'est la qualité du thé. Alors oui, c'est la qualité du thé. On en a parlé longuement, donc il faut que un des éléments évidemment, mais c'est l'eau. En Chine, il y a un proverbe qui existe et qui dit que l'eau est la mère du thé. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que si on a une eau de mauvaise qualité, on n'aura pas un thé, finalement un thé qui va être
agréable à boire. Et c'est vrai que je remarque que, par exemple, si mes beaux-parents vont faire un hojicha au Japon, et que moi, j'essaie de leur produire, c'est eux qui me donnent les feuilles de thé, c'est le même, ça n'a pas le même goût. Déjà, parce qu'on n'a pas la même eau. Oui, ça c'est important. On n'a pas les mêmes paramètres d'eau. Donc ça, c'est effectivement c'est important, parce que aussi, il y a un autre paramètre qui est à prendre en compte, c'est ton état. C'est un peu ton état émotionnel, c'est-à-dire que quand tu vas te faire... Ben oui, parce que, tu vois, si tu vas t'acheter une... Je te casse tout ton... Non, mais j'espère... C'est bon. Non, mais si par exemple, tu vas, je sais pas, t'acheter une pâtisserie, tu vas chez Pierre Hermé ou chez Cédric Grolet, tu t'achètes une pâtisserie, tu prends ton temps pour la manger, que tu la savoures, que t'es vraiment dans un moment... au top. Hors du temps. Voilà. Tu sais, t'es vraiment dans les bonnes conditions. Voilà, t'es dans un moment au top. Tu vas apprécier, tu vas t'en souvenir, et il va y avoir un truc qui va te dire waouh, c'est délicieux. Tu la manges, tu l'achètes vite fait, tu la manges sur le pouce dans le métro. Dans le métro, bah c'est pas du tout la même expérience et tu vas pas du tout l'apprécier de la même manière. Ouais. C'est donc aussi un peu ça. Il y a aussi l'émotion dans lequel tu es, le moment dans lequel tu es qui va jouer. Mais le paramètre principal, c'est la qualité de l'eau. Et si tu as une eau de bonne qualité, je vais dire un gros mot, mais si tu as une eau de bonne qualité, même un Lipton peut être bon. Tu vois. Ouais. Et donc, bon, pareil, je grossis un peu le trait, mais en tout cas, il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que ton eau, si tu utilises par exemple une eau filtrée, tu as déjà un thé qui va être de très bonne qualité. Okay. En tout cas de bonne qualité. Et puis après, tu as des systèmes de filtration qui existent, qui vont vraiment être optimisés pour filtrer ton eau. Et pour le thé, par exemple. Peux avoir aussi pour le café, mais pour le thé, tu as Brita qui fait des comment dirais-je, des systèmes de filtration. Alors, tu as la carafe qui est un premier moyen de filtration et qui est déjà très bien. Si, pareil, on a un petit porte-monnaie et, pour tous les jours, voilà. Donc, c'est très bien. En même temps, ça permet de préserver ta bouilloire le plus longtemps possible, parce qu'elle s'entartre pas, elle s'abîme pas, elle surchauffe pas. Mais c'est surtout que, du coup, ce système de filtration que tu as dans les filtres Brita, soit dans cette carafe ou soit dans les filtres que tu mets sous le robinet, et qui vont filtrer directement ton eau. Donc, tu ouvres ton robinet, tu as un mode eau non filtrée et eau filtrée. Et quand tu tournes le robinet... Tu peux faire non filtré, filtré même. Exactement, en fonction du type de robinet, où tu peux avoir un robinet supplémentaire, un petit robinet avec ton eau, uniquement ton eau filtrée qui coule. Et en fait, ton système de filtration va à la fois retenir le chlore, okay, et aussi les éléments comme les éléments minéraux, comme le calcium et le magnésium, qui vont empêcher d'avoir un thé de bonne qualité. En fait, ça va empêcher parce que ça altère le goût. Mais ça a une réaction chimique avec les composés odorants volatiles, donc les odeurs, les arômes que tu as dans ta feuille de thé. Ça va empêcher de les développer correctement. Ça va le chlore également, mais en fait, ce mélange d'éléments va à la fois précipiter les tanins. Donc c'est pour ça que quand des fois tu bois un thé, tu as dans un café, tu as une nappe. Tu as l'impression qu'il y a comme une couche de quelque chose qui s'est installée. Ça fait comme un film un peu par-dessus. Ouais. Ça, c'est la précipitation des tanins. Et ça, c'est souvent signe d'une eau de mauvaise qualité, plus le combo d'un thé de mauvaise qualité. Alors là, cata. Voilà, c'est la cata. Mais donc, l'eau, vraiment, est essentiel. Le essentiel dans la préparation du thé. Ensuite, c'est la température de ton eau. Ouais. Ce que j'allais te demander. Voilà, en fonction du type de thé que tu vas faire, il va falloir adapter la température. Par exemple, si tu mets une eau à 95 degrés sur un thé vert japonais travaillé à la vapeur, on parlait de Gyokuro tout à l'heure, moi je le donne aux plantes après, une fois qu'il a refroidi. Voilà, je vais pas le boire. Parce que ça va être très amer, voilà. Alors que si tu fixes une température d'eau autour de 50, 55, 60 degrés pour un Gyokuro, avec une température, parce que pas une température, mais un temps d'infusion, aussi précis, tu vas avoir un produit de qualité, tu vois. Tu vas avoir une tasse de qualité. Et pour le matcha qu'on a fait tout à l'heure? On a fait un 60. 60. Moi, c'est la température que j'aime bien faire. On peut aller un peu plus haut, il y a des gens qui vont jusqu'à 75, des fois 80. Beaucoup 70. 70, oui, on peut aussi. Il y en a qui vont jusqu'à 80, mais moi je le fais à 60. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y avait pas une amertume exagérée. Oui, parce que vraiment, il était doux. L'eau chaude, en fait, l'eau trop chaude, c'est l'ennemi du thé vert.
Ça fait ressortir les tanins, on extrait plus de choses, notamment les alcaloïdes qui sont dans la feuille, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu. Et c'est ce qui accentue aussi ce côté amer du thé. Très important du coup. Donc l'eau, c'est la qualité de l'eau, la quantité de thé, ratio quantité d'eau, et temps plus temps d'infusion et température. Voilà, je bafouille. Parfait. Merci. Voilà. Dernière question pour le thé noir, qui n'a rien à voir. Mais moi, j'aime pas le thé noir, justement, à cause de ça. Je pense que je dois trop l'infuser ou trop... Pour faire un bon thé noir qui ressort les arômes, mais sans que ce soit trop agressif et amer. Ben, de la même manière, si tu peux faire un thé qui va être le faire à une température un peu plus basse, par exemple, souvent la recommandation pour les thés noirs, c'est 95 degrés. C'est fort quand même. Voilà. Donc effectivement, c'est plus fort, mais parce qu'on le cuit pas, c'est pas une feuille verte, voilà, c'est un peu différent. Mais tu peux le faire à 85 degrés, par exemple. Ok. Et combien de temps tu le laisses infuser? Et tu le fais 3 minutes. Il y a beaucoup de thé noir. Ouais, mais tu le fais 3 minutes, c'est bien. 85, 3 minutes. Tu peux le faire un tout petit peu moins en temps, 2 minutes, tu vois. Ouais. Mais là, j'avais fait venir à l'école un producteur de thé de Shizuoka. Pour que mes élèves puissent découvrir le thé, différentes qualités de thé, ce qu'il produisait, etc. Le thé noir, il le faisait à 80 degrés et 2 minutes 30 d'infusion, et il le faisait plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais, et après il en refait 2-3 fois. Ouais. Et toujours à la même température ou il augmente? Non, il était sur à peu près la même température. Ouais. Super intéressant, je vais tester ça. Ouais. Et alors, un petit tips, pareil, tu peux faire, si tu as un thé vert japonais, un sencha de printemps, par exemple, ou si tu as un bon gyokuro et tu as envie de te faire plaisir, tu mets ton eau Brita dans un moule à glaçons, dans un bac à glaçons, dans des sachets à glaçons, et tu prends ta quantité de thé désirée, donc par exemple, à peu près 6 grammes pour un petit kyusu, et tu mets tes glaçons, et les glaçons vont fondre, et en fait, ça va infuser le temps de la fonte des glaçons. Et ensuite, tu te sers ton thé. Ouais. Donc, quelque chose de frais, très doux, pas d'amertume, très umami. Et c'est une autre expérience de dégustation. Super type. J'avais vu passer des vidéos là-dessus, mais j'ai jamais testé. Oui, c'est une des manières de faire infuser, qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et alors ça, avec un petit gin. Ah ouais? Ouais. Oh, good tip. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as des adresses sur Paris pour aller déguster les bons thés, tu vois? Ben voilà, donc après on adresse en salon de thé. Ouais, en salon de thé, je t'ai pas demandé. Bon, si on veut prendre un bon bubble tea, un bon thé au lait ou un bon matcha latte, il y a Leitze qui est très bien. Voilà, je vous mettrai. Voilà, il y a 3 boutiques, il y a 3 lieux. Et ils sont cool, ils sont très très cool. Et donc moi, franchement, je vous recommande d'aller là-bas. Pour ceux qui aiment le café, il y a aussi le shop de rue Vieille du Temple, donc qui est pas très loin. Ah oui, le café Leitze, ouais, j'y suis allée, c'était super. Et qui est très chouette, ils font pareil, des très bons blends de café. Je crois qu'ils font ils doivent faire du matcha latte aussi, mais ils font pas de bubble tea sur place, par contre. Et puis après, il y a celui de rue Valois, qui est derrière les colonnes de Buren, là, Palais Royal. Derrière le Palais Royal, j'y suis allée à celui-là aussi. Et qui est très bien aussi. Je sais plus comment il s'appelle, je vais regarder. Mais j'avais fait rue Valois, je crois. Leitze, rue Valois. C'est ça. Ouais. Donc c'est je mettrais... Moi j'aime beaucoup aller là-bas, donc premièrement parce que je trouve que la qualité est très bonne, que les gens sont consciencieux de ce qu'ils font et que c'est une expérience intéressante d'aller là-bas. Après il y a plein d'autres probablement lieux intéressants, mais là le produit est de qualité. Voilà. Donc donc je pense que c'est intéressant d'aller voir. Et puis après il y a d'autres maisons de thé, vous pouvez aller voir. On parlait de TNT, mais il y a d'autres maisons de thé qui proposent des choses intéressantes et il faut explorer, quoi. Et puis après, il faut se faire aussi son palais. Oui, bah oui. Sur son propre avis, son palais, sur parce qu'après, c'est difficile de dire... Enfin, moi, je trouve que c'est très difficile. Tu vois, par exemple, des fois, je fais 3 adresses de matcha à Paris.
où moi j'ai aimé, mais la personne qui va y aller va dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois, parce que par exemple, moi j'adore quand c'est fort en matcha. Donc par exemple quand je vais chez Umami Café, Matcha Café, tu sais. Ah bah Umami c'est bien aussi. Umami c'est bien aussi. Bah moi je prends toujours le double shot de matcha c'est du matcha latte, mais je préfère que ce soit plus fort. Et il y a des gens qui vont dire ah c'est trop amer ou c'est trop écœurant ou c'est difficile de donner un avis, tu vois. C'est compliqué puisqu'en plus c'est ton propre goût, c'est et ta puis je suis propre pas appréciation. experte par exemple, comme toi. Non, mais... Et j'aurais plus confiance si toi tu me dis ah celui-là il est pas, tu vois. Non, et puis ça dépend de qui va le préparer aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi des fois ça m'est arrivé d'aller dans des... Là j'étais en Norvège. Ouais. J'ai pris un matcha latte. Bon, le matcha, on sentait que le matcha n'était pas de bonne qualité. Ah ouais. Déjà, il était la couleur verte dans le lait était pas très vert. Enfin, c'était un vert qui était pas très beau. Ça doit être un vert plus. Voilà, il aurait pu être un vert plus punchy. Et puis après, de suite, même avec le lait, c'était extrêmement. C'était un végétal qu'on doit pas retrouver, enfin pas qu'on doit pas retrouver encore dans le matcha, mais c'est en tout cas pas dans le standard du matcha, cette note végétale très intense où ensuite on a toute cette amertume. Normalement avec le lait on devrait moins sentir l'amertume, même avec un mauvais matcha. Là elle n'était pas bon. Ok. Ouais, et très cher. N'allez pas en Norvège pour le voilà. En tout cas pas dans ce café là. Voilà. Je vais me faire des amis partout là. Mais non, c'est important d'avoir. Je pense que c'est important si vous voulez avoir une expérience dans le matcha. Si vous avez peur de l'amertume, ben, commencez effectivement par un produit latte, mais surtout essayez de tester dans des lieux spécialisés des matchas nature. Et ne l'achetez dans un premier temps, ne l'achetez pas vous tout seul. N'allez pas, et désolé de dire ça, mais n'allez pas dans des lieux, dans les Biocoop et autres, où très souvent, désolé pour Biocoop ou par Naturalia. Ça balance voilà. Là. Mais c'est-à-dire que du coup, vous allez avoir une mauvaise expérience avec le produit. Et après, tu vas te dire, c'est pas bon de matcha. Et après, on va se dire, c'est dommage. Bon. C'est dommage, ouais, c'est vrai. Voilà. Et en ça, alors oui, il est pas cher. Mais vaut mieux attendre un peu et dire si on a un petit porte-monnaie, ce qui est, ça peut, il n'y a pas de sujet, mais attendez un peu, économisez pour vous acheter un bon matcha, ou encore une fois, participer à des ateliers. Il y a des ateliers, des maisons de thé, tout ça, on parlait de TNT, mais allez chez TNT, allez voir, je sais qu'à un moment, j'allais beaucoup chez Ogata pour... mais Ogata, c'est très bien. Maître de thé japonais, et il t'expliquait tout. Il t'expliquait comment les feuilles avaient été cultivées, roulées, machin, ou pas roulées, ou broyées, les différences entre les hojicha, le thé vert, le... Comment il s'appelle, Gyokuro. Ah oui, le Gyokuro, oui, mais ça fait partie des grands thés japonais, le Gyokuro. Ouais, c'est un des plus bons thés japonais, enfin bon, un des plus prestigieux. C'est ça, il est très prestigieux parce qu'effectivement il a un caractère aromatique très particulier, un umami qui est très puissant. Bah tu vois, moi par exemple, le Gyokuro, j'aime pas du tout. J'arrive pas à... C'est le côté trop umami justement. C'est ça. Ouais. Après on m'a dit que c'est parce qu'on me l'a fait déguster sans nourriture et que normalement c'est fait pour accompagner la nourriture un peu comme un bon vin. C'est ce qu'on me disait. Mais j'arrive pas à... Après, tu peux boire un très bon Gyokuro, le boire comme ça. Le boire comme ça, classiquement. Hein. Moi, je bois pas toujours du thé en... Ouais. Déjà, j'en bois beaucoup. Et si je devais manger, à chaque fois, je prenais une tasse de thé. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais oui, il faut se faire ces expériences-là. J'étais en train de penser à une autre maison de thé, mais ça m'a échappé. Mais... Umami, c'est un bon lieu. Ogata, c'est un bon lieu. Celle en remontant là, de la Concorde à la Madeleine, là, c'est une vieille maison de thé aussi qui fait des pâtisseries. Ça me vient pas là comme ça. Bon. Ça me vient pas du tout. C'est pas grave. Mais si jamais ça te revient, tu m'envoies un message. Exactement. Je le remets, mais on mettra en commentaire. Ouais, je pense que quand je vais dérocher là, je vais te dire c'était quoi la boutique. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est des lieux, ça fait partie des lieux qui se sont ouverts il y a très longtemps sur Paris et qui ont été un peu les premiers, les précurseurs à proposer des produits comme ça. Donc il faut vraiment pas hésiter à y aller. Il y avait Kitsune Café qui avait fait un pop-up matcha qui était pas mal. Je sais pas s'il existe encore.
Bah, Kitsune Café, ils ont plusieurs adresses Ouais. déjà dans Paris, mais après... Mais je crois que c'était pop-up vraiment un à ce pop-up. moment-là. Ouais, alors je sais pas s'ils l'ont déplacé, mis ailleurs ou pas, mais c'était intéressant. Donc c'est bien de commencer et puis de se dire, de se familiariser avec cette culture-là du thé japonais et ensuite déguster la matière sans lait, quoi. C'est Ouais. voir ce que c'est, comment c'est, comprendre. Ouais. Comprendre pourquoi c'est Tout à cher fait. aussi. C'est parce que derrière, il y a un vrai travail et que quand un producteur fait ce thé-là, il y a le producteur qui produit sous ombrage le thé. Donc c'est un process qui est long, qui est minutieux. La cueillette est minutieuse, c'est récolté à une période particulière. Ensuite, il y a tout ce temps de façonnage, les 6 mois de maturation, puis ensuite, et le thé... quand on arrive à des volumes et des kilos et des kilos et des kilos qui sont déversés sur le marché, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus sur une production dite traditionnelle. Voilà. Oui, et c'est qu'on est sur quelque chose qui est industriel. C'est fait mécaniquement, c'est C'est fait à la main. probablement fait mécaniquement, ou en tout cas semi-mécanique. Et puis c'est pas ombragé de la même manière. Du coup, c'est plus fait. Enfin, c'est plus fait de manière traditionnelle. Donc, c'est fait probablement, voilà, sous bâche. Je dis pas que c'est plus mauvais, que c'est moins bien. Enfin, j'ai pas d'avis sur ça. Chacun se fait son avis, mais c'est différent. De pas toujours chouiner pour le prix, quoi. Exactement. Mais un bon matcha, c'est cher. Voilà. Et ça, il faut l'accepter parce que c'est le prix de la tradition aussi et que ça fait vivre des petits producteurs, que ça fait vivre une tradition. Et à force d'acheter souvent des produits, des fois de mauvaise qualité, alors sans faire de leçon à personne, hein, pareil. Mais c'est super de... Mais on va se retrouver où le Japon aura perdu tous ces petits producteurs, ou en tout cas on y aura moins accès. Parce que comme il y a beaucoup de demandes, ils vont aller plutôt... Exactement, sur des industriels. C'est dommage. Ben oui, surtout au Japon, c'est vraiment de beaux produits. Même le whisky est très bon, les produits fermentés sont très bons. Oui, c'est tout un... En ça ressemble à la France, avec sa culture agricole et c'est un peu, j'allais comparer le thé au vin, moi. Effectivement, c'est toute une culture. J'ai déjà fait... j'étais allée manger une fois et j'avais trouvé que c'était une expérience géniale. On n'a pas forcément toujours les moyens, mais c'était un cadeau. Chez Yamcha. Et eux, c'était les seuls à Paris. Maintenant, je ne sais pas si ça s'est développé, mais je pense pas beaucoup. Qui te proposaient tous leurs courses. Comment on dit en français, mais tout leur plat, tout le menu, accompagné de thé chinois. Ouais, ils sont très bien. Ils ont une émission sur Netflix. Oui. Il y a un épisode sur Netflix, effectivement, Chef's Table, où il y avait eu... c'est d'ailleurs là que je les avais connus sur Netflix, tu vois. Et du coup, j'ai eu très envie d'aller voir parce que moi, par exemple, je ne bois pas du tout d'alcool. Et c'est vrai que quand on fait les accords vin et que tu n'as pas le choix, je galère un peu. Je peux pas... Et du coup, quand j'avais vu qu'ils faisaient des accords thé, j'avais trouvé ça incroyable. Et puis c'est bien. Alors c'est essentiellement avec des thés fermentés, beaucoup de pu'er. Oui. Mais j'avais adoré. Oui, c'est génial. Et ce qui est bien, c'est que il y a de plus en plus cette culture qui arrive, cette nouvelle culture qui est inspirée à la fois de la tradition du vin en France, d'accompagner le vin d'un mets et un peu l'idée de la fusion finalement entre les thés qui viennent d'Asie et puis notre gastronomie. Et en faisant cette sélection là comme ça à la carte justement au Ritz, ça permet aussi d'avoir une autre possibilité, avoir des grands thés, des beaux thés, des thés de qualité. Je pense au Ritz. Je pense que si vous demandez un thé qui accompagne votre plat, vous pouvez le demander, oui. Il y a une sommelière thé et vin qui est très très bien. Super. Qui est très gentille. Donc il ne faut pas hésiter, elle vous conseillera ce qui est le mieux et ce qui va mieux. Bon, après, il faut aller au Ritz, hein, évidemment. C'est ce que j'étais en train de penser. Voilà, on parlait tout à l'heure du portefeuille déjà. Du côté élitiste. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est des expériences. Et parfois, quand on va dans des petits restaurants chinois, on a aussi du thé, alors qui est plus simple, basique, mais qui fait le taf et qui fait bien le taf. Et buvez chaud en même temps que vous mangez. Ça entretient le feu de la digestion. Voilà. Intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on me le fait remarquer. Tu bois chaud avec ton plat? Moi, j'adore. Ouais, mais carrément, moi aussi. Un petit ojicha. Et ouais, ça passe très bien. Très bien, j'adore ça.
dans le repas avec un poisson ou même avec une viande, un magret. Enfin, C'est très très bon. ouais, Bonne ouais. idée. Ouais, il y a plein d'idées. Génial. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci pour Ben, merci à toi. Je Merci pense pour que ce c'est un moment. très bon mot de la fin. Oui, Merci pour exactement. ce moment, oui, comme Voilà. tu dis. Donc, il faut J'ai regarder appris cette plein de vidéo trucs. juste avant de manger, juste avant le dîner. Avant le dîner, comme ça vous ouvre l'appétit. Et tu nous as donné plein de tips hyper écoute, intéressants, plein J'espère d'infos. que... J'espère que vous irez visiter un petit peu des petits producteurs de thé lors de vos voyages. Oui, parce n'hésitez que pas, je pense que vraiment les sortir, producteurs sont très ouverts très pour ouverts. accueillir les gens. Je peux vous Réellement. donner des adresses aussi si vous voulez au Japon, parce que j'ai fait l'expérience l'année dernière et Ouais, un des meilleurs souvenirs que j'ai sur place. Donc, génial. Oui, c'est une expérience qu'il faut faire et ça sort un peu des sentiers battus, comme on dit. Ouais. D'ailleurs, est-ce que j'ai oublié de demander, mais Oui. est-ce que tu voudrais parler de certaines actualités que tu as ou pas? Il y aura tous les prochains voyages de thé là, que je vais faire à partir du mois de mai, notamment en Chine, Taïwan, probablement à nouveau le Japon. Voilà, la journée internationale du thé qui sera célébrée alors le 21 mai, mais qui sera célébrée à Paris au mois de juin, fin juin. Il y a le Paris Tea Festival, alors c'est pas moi qui organise, mais je co-participe. Il y aura des ateliers autour du thé. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous connecter. Et puis il y aura une série d'ateliers donc chez TNT autour des thés japonais. Probablement une très bientôt là autour du matcha aussi. Ok. Donc, tu seras bien évidemment invité si tu souhaites goûter. Yes, avec différentes plaisir. qualités. Avec plaisir. Et puis avec l'histoire du matcha, comment le matcha est arrivé, Super. les origines du matcha, etc. Et puis du coup tout ce qu'on peut imaginer et qui est du coup parfois pas tout à fait vrai. Vous pouvez aller regarder d'ailleurs. Je vais vous donner toutes les adresses. Merci beaucoup d'être venu. Avec encore. grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous voulez plus de contenu, Abonnez-vous. abonnez-vous, commentez, likez, supportez C'est la ça. chaîne. Enregistrez. Sur YouTube, tu peux pas, je crois. Ah. Si, regardez plus tard. Oui, ça un doit être truc regardé comme ça. plus tard. Regardez plus tard, faites le max. Il y avait une histoire de petite cloche aussi. Activez la cloche. Tout le monde dit ça. Hein. Activez la cloche, sinon vous n'aurez pas les notifs des nouveaux épisodes. Excellent. Et sinon, si vous préférez l'audio parce que vous ne voulez pas voir nos têtes, je suis sur tous les émissions et partout. Je sais pas si tu savais ça. Non. Tu vois, elle est aussi en version audio. Tu passeras Aussi du coup sur Spotify, Apple Podcast, c'est Deezer, génial. elle est partout. Ouais. Comme ça, quand je vais courir, Tu peux je peux l'écouter. t'écouter. Voilà, Génial. super. À la prochaine. À bientôt. Merci. Ciao.